Bien, bonjour. Donc, on va vous présenter rapidement le contexte de création de cette permanence d'écoute que nous allons vous présenter dans le cadre d'une association de personnes trans qui est basée à Paris, en Île-de-France, en France du coup. Donc, notre association, elle a pour objectif d'améliorer l'accès des personnes trans à la santé, puisqu'il y a un très mauvais accès des personnes trans à la santé en France, du fait d'une méfiance et de difficultés à accéder à des soins adaptés et de bonne qualité, euh, en particulier en santé mentale, c'est ce qu'on va voir. Et donc, on travaille au développement d'une offre pluridisciplinaire en santé, on s'inscrit dans une démarche de santé communautaire et on a la particularité de rassembler des militants et des professionnels de santé qui sont à la fois soit des personnes trans, soit des personnes cisgenres, tous et toutes sensibilisés aux besoins et aux difficultés rencontrées par les personnes trans en matière d'accès à la santé. Les projets sont élaborés à partir de nos vies, nos questions et nos besoins. Euh, Dans le cadre de cette association, il y a différents pôles. On va vous parler du travail de la permanence d'écoute et d'orientation qui se situe dans le pôle santé mentale de l'association, qui est un pôle un peu vaste, qui coordonne un réseau de professionnels, qui les forme, qui propose des temps de rencontre, d'intervision, qui s'articule avec le dispositif précédent présenté par Agnès et Julie, notamment, et avec des dispositifs de ville, selon les principes de la démocratie sanitaire et dans une action de santé communautaire. Et évidemment, nous travaillons aussi avec les autres associations de personnes trans notamment. La permanence d'écoute qu'on va vous présenter, du coup, elle est issue d'un travail un peu long d'élaboration des soins en santé mentale à l'association Espace Santé Trans, puisqu'on a commencé cette association à 3 personnes, 2 psychologues et une médecin généraliste, euh, avec la volonté d'accueillir les personnes trans correctement en soins et on avait commencé par des consultations hebdomadaires un peu sur un type de centre de consultation et on a été très très vite débordé. On a dû renoncer, on a développé des groupes, du travail en pérédance et finalement, à l'issue de la pandémie de Covid et du premier confinement qu'on a eu en printemps 2020 en France, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance dans la communauté trans qui s'est exprimée de manière beaucoup plus vaste et des vagues de suicides dans la communauté qui ont fait émerger des besoins particuliers. Le dispositif, du coup, qu'on propose, il permet justement ces premiers secours psychologiques nécessaires en cas de demande urgente, une orientation vers le réseau en ville, le secteur hospitalier. Et c'est un dispositif qui se fait à la croisée du monde associatif trans et des prises en charge en santé mentale, c'est-à-dire que les orientations, on ne les fait pas seulement vers des espaces de santé mentale, on les fait aussi vers des espaces de pérédance communautaire qui sont parfois tout autant valables, voire un peu plus nécessaires qu'un accueil par un psy. Euh, Notre travail, du coup, consiste aussi en un conséquent travail de réseau, d'orientation et d'échange par mail avec les personnes. Et donc concrètement, comment ça se passe? Quel cadre on a mis en place? Donc en fait, on propose un premier accueil en santé mentale dans un lieu qui est identifié comme safe. Et donc le fait effectivement que ce dispositif se trouve à la croisée de deux mondes, donc communautaire et de santé mentale, est rassurant pour les personnes qui l'expriment d'elles-mêmes, qu'elles expriment que le fait de ne pas avoir besoin d'expliquer, de former et d'informer pour être accueilli et respecté dans son identité est très bénéfique. Donc, on propose une consultation thérapeutique unique. Donc, il ne s'agit pas d'initier un suivi psychothérapeutique, mais en fonction des demandes et des situations, comme on va le voir après, on peut effectivement proposer plusieurs rencontres pour accompagner ou étayer la mise en place de soins psychiques ou prendre un court relais sur une prise en charge extérieure à l'association, par exemple. Et donc, concrètement, l'objectif est de formuler des besoins en matière de santé mentale et ou de transition. Et donc, comment ça se passe, cette permanence d'écoute? On est une équipe de 4 psychologues, ce qui nous permet de faire des accueils en binôme parfois. Les permanences d'écoute ont lieu toutes les semaines, en présentiel ou en distanciel. Donc ça a été un des bénéfices de la pandémie, c'est-à-dire qu'on peut toucher un public beaucoup plus large. Les personnes vont prendre contact par mail et on leur propose de façon systématique, en fait, soit un rendez-vous, soit une orientation par mail parce qu'on s'est en effet rendu compte que le temps de la rencontre permettait, même si elle était relativement brève, donc de 30 à 45 minutes, de faire émerger souvent une réelle demande qui était souvent différente de la demande manifeste qui était très fréquemment celle de j'aimerais obtenir des contacts de psy safe, ce qui veut à la fois tout et ne rien dire. Donc, du coup, on parvenait à se rendre compte que les demandes pouvaient être très, très variées. Donc, on avait des demandes de soins psychiques, mais aussi des demandes de pair des demandes d'orientation vers des structures aussi des demandes de début de transition
et enfin des demandes aussi d'élaboration de questionnements de genre. Et on reçoit principalement un public, de 15 à 25 ans, à peu près. Et maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est qu'on va vous illustrer un petit peu notre pratique, les situations qu'on rencontre à travers, des situations qu'on a rencontrées concrètement. Donc j'ai rencontré, Maë, qui est une jeune personne d'une vingtaine d'années, qui a été orientée par une autre personne, trans qui était familière de l'association. Et Maë était suivie depuis plusieurs années, par une thérapeute, d'orientation, psychanalytique. Donc il était en plein questionnement de genre et il se demandait s'il voulait entamer une, transition médicalisée ou non, mais il n'avait pas d'espace pour douter, s'interroger, sur son genre au sein de sa thérapie, actuelle. Donc il a débuté un traitement hormonal par testostérone qu'il a arrêté, puis actuellement il se pose la question de faire une torsoplastie ou pas. Sauf que sa psychothérapeute, elle refuse de reconnaître son identité non binaire et elle le renvoie en permanence, à son assignation de naissance qu'elle tente de lui faire accepter coûte que coûte. Donc pour elle, la torsoplastie est une mutilation, c'est la réalisation de fantasmes inconscients, dans le réel, donc une rhétorique, psychanalytique assez classique finalement. Mais voilà, le problème de Maë, c'est qu'il se sent enfermé, prisonnier et que ce suivi, malgré tout, il a été très investi. Il l'a aidé, durant de nombreuses années. Il a du mal, du coup, à y mettre un terme. Pourtant, il se rend compte qu'il ressent une réelle, détresse, une réelle urgence et il demande à ce que, les choses changent. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il me dit ça, il s'arrête, il me regarde et il me demande: «Est-ce que je suis fou?» Et donc en fait, ces questionnements qui se posaient, qui ne trouvent pas d'espace pour s'exprimer, sont étouffés sous des injonctions paradoxales. Elles l'oppressent et elles majorent son anxiété. Et donc, il y a en plus de ça des enjeux très forts de légitimité relatifs à sa place en tant que personne non binaire au sein de la communauté trans qui majorent ce sentiment et cette transphobie, intériorisée. Donc, où est ma place? Où puis-je exister? Si je n'ai ma place nulle part, si je ne suis comme personne, c'est que je dois être fou, ou bien je vais finir par le devenir. Donc c'est comme ça que je ressens et que j'entends, la souffrance que m'adresse Marie à ce moment-là. À l'issue de l'entretien, je lui propose des contacts d'autres thérapeutes, bienveillants et bienveillantes dans l'accueil des personnes, trans, mais je sens à ce moment-là que c'est pas vraiment sa demande. En fait, Maë semblait avoir besoin d'un espace pour pouvoir adresser ces questions sans qu'elles ne soient ni attaquées, ni disqualifiées, voire complètement niées. En fait, être écoutée, entendue, lui a permis d'obtenir la confirmation qu'il est possible d'être trans et de douter, de ne pas savoir et d'explorer. On a déconstruit ensemble un certain nombre de préjugés transphobes qu'il avait, intériorisés et qui étaient en plus, renforcés par sa thérapie, actuelle. Donc je lui ai proposé de nous recontacter ponctuellement, s'il avait besoin. Le fait de savoir en fait qu'il avait un espace où il peut se penser, s'interroger et même, s'explorer semblait suffisant pour lui. Et donc voilà, on voit comment notre travail, vise aussi à ouvrir des contre-espaces où il est possible, de se penser, de s'interroger hors des systèmes, normatifs habituels. Je vais vous présenter la situation de Robin et ses parents que j'ai reçus. Robin, âgé de 14 ans, qui est venu sur 2 permanences avec ses parents à un mois d'intervalle environ. Il a été orienté vers nous par sa professeure principale du collège suite à une tentative de suicide qui a abouti à la mise en place d'un suivi en centre médico-psychologique. La transidentité n'a pas été évoquée à ce moment, mais après un appel téléphonique avec sa mère, pour préciser leur demande, qui n'était pas très claire, j'ai anticipé une situation dans laquelle il pouvait y avoir un questionnement de genre à explorer qui n'était pas dit. Je lui ai proposé donc de recevoir Robin sans ses parents pour commencer. Il m'a indiqué rapidement, clairement son besoin. Il m'a dit: «Je suis un garçon, les amis au collège le savent, il m'appelle Robin, je n'arrive pas à le dire à mes parents». Quand je lui demande ce qu'il retient de faire son coming out, il se met à pleurer, en silence et il finit par m'expliquer qu'il n'a pas peur de la transphobie éventuelle de ses parents, mais que sa plus grande peur, ce serait, je cite, «que ça ne change absolument rien et qu'on rentre à la maison et qu'on fasse comme si de rien n'était ensuite». Il m'indique alors souhaiter que 2 éléments de transition sociale arrivent, dans sa vie, le port d'un binder et que son prénom soit officialisé, au collège. Donc je lui propose à ce moment-là de faire entrer ses parents, et tenter, ensemble d'avoir une discussion à ce sujet et en ma présence, dans le cadre de cette permanence associative en milieu trans, Robin se sent suffisamment soutenu, pour affirmer son genre auprès de ses parents et qui, comme attendu, l'accueillent avec bienveillance. Je propose de les recevoir pour faire le point un mois après, en imaginant que cela peut leur donner le temps de formuler d'autres besoins autour de la demande. Au rendez-vous suivant, ils arrivent, très souriants, détendus. Robin porte manifestement un binder, et des vêtements plus masculins, et je note sur son t-shirt le mot imprimé sur son torse «allowed», qui me fait sourire. Je lui apprends que ça signifie «autorisé» en anglais, ce qu'il ne savait pas. Et là, ils se mettent tous les 3 à rigoler, de manière un peu détendue. La mère de Robin finit par me dire qu'elle a eu besoin d'un temps de digestion,
pour comprendre la situation de son enfant. Elle explique qu'elle a du mal à genrer au masculin Robin, du mal à le prénommer autrement, et ils se mettent à discuter tous les 3 des intentions qu'ils avaient mises dans le prénom, d'assignation, de Robin. Et Robin propose à ses parents de le conserver en deuxième prénom, puisque c'est un prénom mixte, dans une espèce d'échange et de discussion mesurée à ce sujet. Dans la mesure où Robin se sent bien dans les consultations proposées aux missions médico-psychologiques, je propose simplement que nous restions disponibles en cas de besoin. Je ne propose pas d'orientation et je transmets des adresses pour l'accompagnement de la transition à la demande de Robin et ses parents. La situation de Juliette, qui est un peu plus compliquée. Juliette a 17 ans lorsqu'elle nous contacte, orientée par le pôle santé d'une association transparisienne partenaire. C'est à travers un long mail très structuré retraçant son parcours qu'elle nous adresse sa demande. Elle souhaite que l'un ou l'une d'entre nous puisse appuyer sa demande d'émancipation au juge des tutelles par le biais d'un courrier, afin qu'elle puisse débuter sa transition médicale sans autorisation parentale avant sa majorité, qu'elle estime être un réel besoin vital. En tant que mineure, elle constate, elle nous dit: je ne prends aucune décision sur mon propre corps, c'est vraiment désolant». Elle est placée en foyer, à sa demande par l'aide sociale à l'enfance suite à des violences intrafamiliales en lien à sa transidentité et désespérée, elle clôt son récit en précisant être suivie sur le plan psychiatrique malgré, ses 4 tentatives de suicide, mais elle nous avertit: «Je ne tiendrai pas une année de plus dans cette situation». Je la reçois par téléphone, modalité qui lui convient mieux, tandis qu'elle est en fait à ce moment-là hospitalisée pour une tentative de suicide. Juliette m'explique qu'elle est suivie dans un service hospitalo-universitaire par un psychiatre qui serait spécialiste de la transidentité, mais qui continue de lui demander de patienter pour sa transition médicale. Elle m'apprend qu'elle a en fait déjà commencé sa transition sans le dire à ses soignants. Elle s'injecte des oestrogènes en do it yourself depuis une bonne année déjà. Elle me décrit en effet une bonne amélioration de son humeur du fait des modifications corporelles, qui lui donne un sentiment d'être au bon endroit, et de la possibilité qu'elle a désormais d'être plus dans l'espace social, comme une personne de genre féminin. L'enjeu pour elle désormais, c'est que cette demande d'émancipation, ait lieu pour qu'elle puisse accéder à une chirurgie génitale, puisqu'elle se sent très dysphorique à ce niveau-là. Cette jeune fille, sans soutien parental ni médical, a débuté sa transition en DIY dans des conditions qui ne favorisent pas la réduction des risques et la bonne santé mentale. Je ressens un très fort sentiment d'injustice et d'inquiétude, et je fais le lien, entre ces tentatives de suicide, répétées et l'impossibilité d'être soutenue, tant par sa famille que par ses médecins dans sa transition. Je suis convaincu au cours de cet entretien, de la nécessité pour Juliette d'un accompagnement médical adapté qui respecte ses choix et son autonomie, et je rédige donc le courrier attendu et prends contact à sa demande avec son psychiatre, qui me répondra quelques mois plus tard, en indiquant être disposé à discuter de l'étiologie des transidentités chez les jeunes, mais ne donnera évidemment pas suite à la demande de rendez-vous. Je propose à Juliette de la recevoir de nouveau avec ses parents et l'oriente vers un lieu de soins en santé mentale que nous avons identifié comme bienveillant avec, pour les mineurs trans. Nous n'avons à ce jour pas de nouvelles de Juliette, et nous savons qu'elle n'a pas pris contact avec le lieu de soins proposé. On va conclure tout de suite. Ouais. Au revoir. Ouais. Du coup, ah, ça passe plus. Du coup, on va conclure. Donc pour conclure, en fait, on souhaitait, nous arrêter sur 3 aspects fondamentaux de la permanence d'écoute. Donc tout d'abord, il s'agit d'un dispositif qui est en adaptation constante, aux besoins, du terrain. Il est façonné par eux. Le cadre qui est établi est relativement, souple, donc il permet une certaine, liberté et créativité, comme avec du coup la situation qu'on n'a pas pu vous montrer, mais peut-être qu'on pourra en discuter. Ensuite, il s'agit d'un dispositif qui est à la fonction, heu, qui a une fonction pivot, c'est-à-dire qu'il se trouve, à la frontière entre le monde communautaire et les soins psychiques. Donc, il représente souvent un premier accès aux soins psychiques et aussi un premier accès, heu, de soutien communautaire. Et du côté des professionnels, travailler au sein de ce dispositif, implique un ajustement permanent. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre un engagement suffisant, mais pas trop impliqué, parce que le cadre tel qu'il a été défini ne le permet pas, il ne permet pas d'entamer une thérapie. C'est un travail vraiment d'équilibriste en permanence sur le fil, heu, qui est d'autant plus délicat du fait de la population, qu'on reçoit, qui a très souvent été mal accueillie, malmenée, voire rejetée, par les systèmes, de soins habituels. Personnes sont pathologisées et psychiatrisées par des services de santé mentale, et donc il est souvent nécessaire de déconstruire avec elles ces représentations et cette méfiance, tout en justement ne répondant pas à cette grande demande, d'accompagnement qui est souvent adressée. Voilà, Merci. merci.